Salut les loustiques, bienvenue sur le podcast Art by Lydie 31, un podcast accessible à tous qui rayonne et qui met de bonne humeur. Habituellement, je n'aime pas me fixer des limites car j'ai des fois tendance à me sous-estimer, d'autres fois à me surestimer. Mais dans le cadre de ce podcast, je vais vous définir l'art dans son ensemble, je vais vous raconter l'histoire de l'art en Europe, mais aussi sur les autres continents, et je vais vous donner les limites de ce podcast dont les sujets resteront assez divers et variés tout de même. Bon, cette vidéo va être un peu longue, donc je vous propose de vous installer confortablement avec de la nourriture, un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud. Et voilà, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que l'art? D'après le Larousse, dictionnaire de français, l'art a plusieurs significations. Premièrement, c'est, je cite, l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque, d'où l'expression faire quelque chose selon les règles de l'art. Deuxièmement, il s'agit, je cite, de toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer, par exemple, bien vivre, aimer, penser est un art. Troisièmement, l'art peut prendre une tournure ironique en correspondant à, je cite, une habileté, un talent, un don pour faire quelque chose, par exemple avoir l'art d'arriver en retard. Dernièrement, l'art représente, je cite, un ensemble d'œuvres artistiques, l'art italien, l'art abstrait, l'art de Picasso par exemple. Pour John Fitzgerald Kennedy, l'art est le fruit de la créativité des gens libres, tandis que pour André Gide, l'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Et pour Victor Hugo, tout est sujet, tout relève de l'art. Les artistes confèrent à l'art différents buts. Selon Claudie Gallet, écrivaine française du XXe et XXIe, ayant remporté plusieurs prix littéraires, l'art doit rendre heureux. Être questionné, interpellé, ému, émerveillé, c'est ce que je recherche dans une œuvre. Pablo Picasso dit « Il n'y a en art ni passé ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. » Pour lui, une œuvre d'art ne peut être qu'omniprésente que si elle existe dans le présent. Pour Voltaire, philosophe des Lumières, l'art le plus nécessaire n'est pas de bien parler mais de savoir se taire. À travers ces dires, on comprend qu'il est plus important de ne pas parler que de parler. En effet, mieux vaut ne rien dire que de parler pour rien. On peut rapprocher le test des 3 passoires de Socrate qui dit que ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler? Jean-Marie Petitclerc, quant à lui, ajoute que le plus difficile dans l'art du dialogue, ce n'est pas de parler, c'est d'apprendre à écouter. D'autre part, Vassili Kandinsky, peintre russe considéré comme le chef de file de l'art abstrait, attribue à l'art une lourde tâche pour l'humanité. Il pense que l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide, c'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. Alors pour certains auteurs, l'art a un rapport à la nature. L'art est une démonstration dont la nature est la preuve, a dit George Sand. La mission de l'art n'est pas de copier la nature mais de l'exprimer, selon Honoré de Balzac. D'après Vincent van Gogh, cultivez votre amour de la nature car c'est la seule façon de mieux comprendre l'art. L'art peut être vu comme une réalité. Platon pensait que l'art est l'illusion d'une illusion, peut-être bien le contraire d'une illusion, et donc la réalité. Martin Heidegger jugeait que l'essence de l'art, c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre. Pour d'autres auteurs, l'art est imaginaire et irrationnel. C'est le cas du philosophe allemand du XVIIIe et XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, qui pensait que l'art est contemplation des choses indépendantes du principe de raison. Oscar Wilde disait « Il me semble souvent que l'œuvre cache l'artiste bien plus qu'elle ne le révèle, et donc que l'art serait une sorte d'illusion de la réalité, une cachette pour la véritable personnalité des artistes, comme un masque ou un personnage joué. » L'art peut être vu comme le reflet de l'homme. Alain, philosophe rationaliste et individualiste des XIXe et XXe siècles, disait que tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. L'art peut aussi être un signe d'individualité. Pour Oscar Wilde, l'art est la forme la plus intense de l'individualisme que le monde ait connu. On peut se demander si l'art est alors égoïste ou s'il est simplement l'expression personnelle de chacun. L'art
peut être vu pour tous et donc un partage. Selon Salvatore Dali, l'art est le lien indestructible entre tous les peuples et toutes les civilisations. C'est quelque chose qui rassemble chaque individu au sein d'une même communauté et qui relie chaque communauté entre elles. Pour l'écrivain français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle Marcel Proust, c'est par l'art seulement que nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la Lune. L'art peut être vu à part entière. Pour Oscar Wilde, la vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. L'art déteindrait sur la réalité qui s'en inspirerait, voire le copierait. Paul Klee, peintre allemand des XIXe et XXe siècles, pense que l'art ne reproduit pas le visible mais qu'il rend visible. L'art est donc la réalité à l'état pur, un prolongement de la vie. L'art est simple, selon Bruce Lee, pratiquant d'arts martiaux, acteur et réalisateur, la simplicité est le principe de l'art. Mais l'art peut être extravagant, tandis que pour Umran Mikhail Ivanov, philosophe bulgare, l'art véritable c'est de faire de son existence et de son être entier une œuvre d'art où tout sera poésie, musique, lumière, harmonie des couleurs, des formes, des mouvements. Après avoir fait le tour des définitions et des perceptions de l'art, nous allons voir l'histoire de l'art en Europe. Depuis l'Antiquité, la philosophie questionne la nature de l'art. Platon et Aristote dans Poétique se sont interrogés sur la beauté de l'art. Les définitions varient selon les époques et les lieux et aucune d'elles n'est universellement acceptée. L'art européen puise ses sources dans l'art de l'Égypte antique, qui consiste en une observation pointue de la nature et en des règles de géométrie. Né vers -3800 en Afrique, ces œuvres étaient destinées à garder l'âme des défunts vivante dans les tombes des rois puis des personnes moins importantes, mais elles ont fini par être admirées des vivants. L'Europe puise aussi ses sources dans l'art de la Grèce antique, né à peu près durant le Xe siècle, c'est un art sombre et géométrique. Les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas de conception correspondant à l'art. Ils distinguaient 9 activités appelées techné, qui faisaient référence chacune à une des filles de Zeus et de Mnémosyne. Il y avait Calliope, qui représentait la poésie épique, Clio, qui faisait référence à l'histoire, Erato, à la poésie érotique et lyrique, Euterpe, qui faisait référence à la musique, Mélpomène, qui faisait référence à la tragédie, Polymnie, à la pantomime, la rhétorique et au chant religieux, Terpsichore, qui représentait la danse et le chant choral, Thalie la comédie, et enfin Uranie, l'astronomie et la géométrie. Ces disciplines artistiques étaient toutes liées aux lettres, aux langages musicaux ou gestuels, et non aux arts plastiques tels que l'architecture et la peinture. Au Moyen Âge, l'art européen faisait référence aux disciplines intellectuelles fondamentales enseignées dans les écoles et les universités. Les arts, dits aussi arts libéraux, se répartissaient en 2 cursus. Le trivium, composé de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique, et le quadrivium, présentant l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Jusqu'à la Renaissance, on ne distingue pas précisément l'artisan de l'artiste. L'artisan est appelé artiste quand son travail est d'excellente qualité. On commencera à faire la différence entre les 2 corps de métier quand les artistes ont délaissé les corporations pour les académies. Le sens familier du mot art commence à se dégager et de nombreuses techniques et disciplines se déploient. Avec la découverte de la perspective, l'aspect visuel est devenu de plus en plus important. Les nobles arts, activités d'apprentissage et de perfectionnement destinées aux nobles, désignaient le maniement des armes, les arts martiaux, l'équitation, la chasse, le jeu de paume, la danse, la stratégie et les échecs. À la Renaissance, la conception intellectuelle et l'inspiration prédominent dans l'art et spécialement pour les arts libéraux qui s'opposent aux arts mécaniques, dont la fabrication de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture, la chasse, la médecine et le théâtre. L'arte del disegno
représente les arts plastiques qui sont les arts du volume, tels que la sculpture et l'architecture, opposés aux arts graphiques qui sont les arts de la surface, comme le dessin, la peinture et la gravure. Néanmoins, un point commun entre ces pratiques manuelles a tout de même immergé, c'était l'action sur la matière. C'est vraiment au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, que le concept d'art s'impose et reste communément admis jusqu'à aujourd'hui. La notion de beauté persiste et finit par s'établir, l'essence et le goût étant mis en avant. Emmanuel Kant, philosophe prussien fondateur du christicisme, distingue en 1790 trois types d'art dans la synthèse du philosophe français Dominique Château. Les arts de l'expression des idées dans l'intuition des sens, comprenant la culture et l'architecture ainsi que la peinture, les arts de la parole comprenant l'éloquence et la poésie, et l'art du beau jeu des sensations comprenant la musique et l'art des couleurs. La classification des arts n'est pas universelle et faire une classification unanime semble impossible, voire un anachronisme. En effet, les intentions artistiques ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre selon le contexte social, historique et géographique. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'art moderne et contemporain a délaissé le beau et le style intemporel pour chercher à interpeller, voire à déranger l'observateur, notamment par la transgression et la rupture. Au XIXe siècle, le philosophe allemand Hegel publie Esthétique ou philosophie de l'art, dans lequel il propose une classification non exhaustive des arts. Selon lui, les principaux arts sont l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Hegel, qui donne des cours d'esthétique entre 1818 et 1829, explique, je cite, que ces 5 arts forment le système déterminé et organisé des arts réels. En dehors d'eux, il existe sans doute encore d'autres arts, l'art des jardins, etc. Mais nous ne pourrons en parler que d'une manière occasionnelle, disait-il. Au XXe siècle, on remet en question la notion de beau dans l'art. On conteste cette essence de l'art qui a été instaurée durant plusieurs siècles. En effet, il arrive aux artistes de représenter des choses repoussantes, voire choquantes, ce qui ne fait pas référence à l'image de la beauté qu'on avait auparavant. À partir des 5 arts universellement reconnus, au XIXe siècle, le XXe siècle va en ajouter 5 de plus pour avoir 10 arts au total. Pour rappel, les 5 premiers arts sont dans l'ordre: en premier l'architecture, en deuxième la sculpture, en troisième les arts visuels qui regroupent la peinture, le dessin et la photographie, en quatrième la musique et enfin en cinquième position la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Les 5 autres arts qui viennent s'ajouter sont donc dans l'ordre les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre et le cirque. En 7e position, nous avons le cinéma. En 8e position, les arts médiatiques qui regroupent la radio et la télévision. En 9e position, la bande dessinée. Enfin, en 10e position, les arts numériques qui regroupent les jeux vidéo, l'infographie et le web design. Le consensus sur un 11e art, quant à lui, ne fait pas l'unanimité auprès de tous. On peut y retrouver diverses activités artistiques ou ludiques, comme notamment la performance artistique, le jeu de rôle, le modélisme, et par extension le maquettisme, ou encore l'art culinaire et la gastronomie, l'art de la table, le graphisme ou les arts graphiques, la calligraphie, la parfumerie, l'aménagement des parcs et des jardins, l'humour, l'origami, le tatouage, la mode, l'illusionnisme, l'art de la marionnette, etc. Toutefois, certains peuvent faire l'objet d'une extension des arts déjà existants. Par exemple, la calligraphie et le tatouage peuvent faire partie des arts visuels, le jeu de rôle, l'humour, la marionnette, des arts de la scène, l'origami, le modélisme dans la sculpture, le graphisme dans les arts visuels ou les arts numériques. Il resterait donc 3 grands arts, les arts culinaires et arts de la table, la mode et la parfumerie, et l'art et l'aménagement des parcs et jardins. D'autres formes d'art peuvent faire un mélange des différents arts. La performance artistique, par exemple, associe différents arts. Bien évidemment, cette classification des arts, même si elle est universelle, peut faire l'objet de discordes sur l'appartenance de telle ou telle œuvre. En 1947, Étienne Souriau,
philosophes français spécialisés en esthétisme distinguent 7 arts par leurs caractéristiques sensorielles. Chaque catégorie peut produire une œuvre représentative ou abstraite. Tout d'abord, il y aurait la sculpture et l'architecture, ensuite le dessin et l'arabesque, en troisième position la peinture représentative et la peinture pure, en quatrième position la musique dramatique ou descriptive, en cinquième position la pantomime et la danse, en sixième position la littérature, la poésie et la prosodie pure, et en septième position le cinéma, la photo, l'éclairage projection lumineuse. Depuis toujours, la classification reconnue des types d'art se limite aux formes classiques picturales, plastiques ou musicales qui font appel au sens de la vision, du toucher et de l'audition. Le goût et l'odorat ont depuis toujours été déconsidérés de toute forme d'art, mais avec l'arrivée du compositeur français de parfum Edmond Rudnicka au XXe siècle, on voit arriver l'art olfactif qui fait appel à l'odorat. Le parfum peut raconter une histoire selon lui. Après avoir vu l'histoire de l'art en Europe, nous allons voir l'histoire de l'art sur les autres continents. Commençons par le cas de l'Afrique qui possède une flopée d'arts locaux reflétant une grande diversité des cultures qui continuent à évoluer dans le temps. Considérés comme de vrais objets d'art, les créations africaines ont influencé l'art moderne occidental et notamment le cubisme. Aujourd'hui, des collectionneurs privés sont propriétaires de la majorité des œuvres africaines en raison de la négligence des musées vis-à-vis de ces œuvres dans le passé. D'autre part, les œuvres authentiques ont été volées et l'UNESCO a dû interdire depuis 1990 l'exportation des statues et des masques hors du continent africain. En Asie, il est difficile de classer les arts, en fait, selon les contextes religieux et les ensembles géographiques divers et variés, il est compliqué d'établir une certaine cohérence. Parmi les religions, il y a par exemple l'art bouddhique et les arts de l'islam, et parmi les lieux, il y a l'art chinois, l'art japonais, l'art tibétain, l'art du monde indien, l'art persan, etc., qui se présentent vraiment différemment. En Amérique, l'art est hérité des tribus. Les artistes Olmèques, d'un ancien peuple précolombien, à partir de 2500 avant Jésus-Christ, utilisaient différentes matières pour leurs sculptures telles que le bois, l'argile, la pierre. L'art Olmèque a influencé l'art maya, qui s'est déployé durant la période préclassique à partir de 2000 avant Jésus-Christ et qui utilisait la pierre de jade, la roche d'obsidienne. Les Aztèques élaboraient des masques en pierre hérités des Toltèques et les utilisaient pour des événements funéraires ou religieux. L'art amérindien est quant à lui considéré comme un art à part entière. Après avoir fait le tour de l'histoire de l'art sur les différents continents, je vais vous exposer ma vision de l'art maintenant, en quelques mots. Pour moi, l'art, c'est un langage, un moyen d'expression, un moyen de partager avec les autres, un divertissement, un engagement, parfois une dénonciation. Ça peut être aussi un moyen de réflexion. Ça peut avoir un aspect thérapeutique. Et pour moi, l'art dans son ensemble, c'est un monde à part entière. Maintenant, les limites de ce podcast, eh bien, je parlerai de peinture, de dessin, de photographie. Je parlerai aussi de cinéma, de rhétorique, de dialectique et de philosophie. Et ça compte pour tous les auteurs de ces domaines. Voilà. Pour finir ce podcast, je vais ajouter un petit bonus. C'est la vision de quelques proches et d'abonnés sur Instagram par rapport à l'art. Voilà ce qu'on m'a dit. Que l'art, c'est le moyen de laisser paraître sa véritable façon de penser. Que c'est la production et aussi la manière, l'art de peindre par exemple, l'art de créer un meuble. Ou que l'art est quelque chose qu'on ne peut pas juger de mauvais, ni de moche ou de beau. On aime ou on n'aime pas ce que l'on voit, ce que l'on fait.
Attention, l'art peut être mauvais dans le sens où par exemple le dessin est supposé être un personnage bien proportionné, mais l'artiste par son manque d'entraînement, travail, compétence a raté les proportions. Mais si son style est de rater les proportions, quelque chose de voulu, alors on ne peut pas dire que c'est mauvais. Pour conclure ce podcast, on peut dire que l'art est partout, l'art est multiple, l'art est pour tous. Chacun peut en avoir sa vision et sa perception, mais des traits communs se sont dessinés dans le temps, comme la classification de l'art en 10 catégories. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve bientôt pour le deuxième podcast. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une super semaine ou une super journée. Ça dépend au moment où vous finirez d'écouter ce podcast. Je vous dis à la prochaine.